Bonjour Bédicieux co-créateur, c'est Lilou pour une deuxième partie d'interview. La première était avec donc Marion Caplan qui est toujours à côté de moi, mais la première était sur le régime, enfin pas le régime, mais bon l'alimentation paléobiotique et on en a parlé en long et en large. C'était une très belle interview, mais le gluten est revenu pas mal de fois. Et comme tu es sorti aux éditions Erol, Je mange sans gluten et que t'es un peu la déesse du sans gluten, hein, on va carrément aborder le sujet parce que maintenant les rayons dans les supermarchés mais il y a des rayons et des rayons de sans gluten, tout le monde en parle, toutes les femmes sont accros du sans gluten, c'est devenu plus que ça, c'est une mode. Je pense pas que tout le monde est tout à fait au courant de pourquoi, comment. On a l'impression qu'il y a un mix entre je vais perdre du poids, il y a quelque chose de pas bon, je sais qu'il y a de la glu. Marion, j'ai cru l'entendre dire ça un jour dans une vidéo et tout ça. En quelques mots, pourquoi qu'est-ce que ça t'inspire, cette espèce de mouvement vers le sans gluten? Il faut savoir d'où il a commencé déjà. Ça a commencé aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils sont tellement empoisonnés par la malbouffe que, évidemment, dans la côte ouest, ils ont dit, il y a un problème là. Donc, il y a quand même pas mal de médecins qui ont sonné l'alarme. Et ensuite, ça a été, nous en France, le docteur Jean Seignalais. Jean Seignalais a écrit l'alimentation ou la troisième médecine. Il était rhumatologue. Et il a soigné des polyarthrites, des spondylarthrites, des maladies chroniques auto-immunes, en retirant, avec son régime hypotoxique, tout le gluten et toutes les céréales hybridées. Parce que il expliquait que les céréales d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les céréales d'il y a 100 ans. Et d'il y a bien sûr 10 ou 12 000 ans. Donc, exit toutes les céréales hybridées. Et la plus hybridée, c'est le blé. Et donc, les hautes autorités sanitaires, les médecins voudraient nous faire croire que c'est une mode. Ils signent sur tous les toits que y a que 1% de gens qui sont intolérants au gluten. C'est faux ce qu'ils nous disent. Ce qu'ils nous disent est certainement orienté par les lobbies. J'en parle sur ta chaîne. Je ne pense pas qu'on va t'interdire de chaîne, mais c'est important de comprendre que c'est l'industrie pharmaceutique qui paye les facultés de médecine. Donc, payant les facultés de médecine, elles vont orienter les études vers le diagnostic. Nos médecins sont d'excellents diagnosticeurs. Vous êtes excellents, messieurs les médecins. Il y a des très bons chirurgiens, il y a des diagnostiqueurs fantastiques. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui peuvent permettre de sauver de la vie des gens. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est dommage, c'est que il y a 4 heures en enseignement, on va pas se battre sur les heures, c'est peut-être 8 heures, mais 8 heures en 7 ans, c'est quand même pas beaucoup. Vous êtes d'accord? Sur l'alimentation. Sur l'alimentation. Okay. Et même les gastro-entérologues, d'ailleurs le docteur Donatini, avec qui je suis très proche, pourra vous le dire également, même un gastro-entérologue n'a pas plus d'enseignement sur la nutrition. C'est-à-dire, ils ont un enseignement pour étiqueter une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique, un syndrome du côlon irritable, un cancer du côlon ou un problème de foie, etc., mais ils ne savent pas quoi faire pour régler ce problème, que des médicaments. Moi, j'ai une grande chef avec qui je suis proche maintenant parce qu'on est allé tourner chez elle, qui a un enfant. J'ai dit, écoute, ton enfant, il est cœliaque. Bah oui, mais comme les médecins ne cherchent pas de ce côté-là, l'enfant était en train de se vider. J'ai dit, tu m'arrêtes le gluten, mais tout de suite. Oh, mais les potes, c'est du gluten. Je dis, bah oui, les potes, c'est du gluten. Arrête-moi ça. Et les médecins n'ont jamais orienté le diagnostic alors qu'il est cœliaque. D'après toi, combien de pourcentage de la population, quel est le pourcentage qui serait cœliaque? Le problème, c'est qu'il y a ceux qu'on reconnaît. Parce que la maladie cœliaque peut très bien ne pas se déclarer tout de suite. De plus en plus, elle se déclarera vite parce que les parents mangent tellement mal. Les parents mangent tellement de blé depuis 2 générations que les générations qui viennent, elles vont prendre cher. Donc, je pense que de petit à petit, le diagnostic sera de plus en plus tôt. Mais il y a des gens de ma génération. Moi, je ne suis pas cœliaque, mais dès que je mange du gluten, j'ai les intestins complètement noués. Je ne suis pas cœliaque. Ton corps n'a plus l'habitude. Si on en a un petit peu parlé dans l'autre vidéo, peut-être que ton corps s'est habitué à ne plus en manger. Pas du tout, rien à voir, puisque je mange très rarement du maïs, très rarement, et puis ça ne me fait pas le même effet. Donc le gluten a un réel effet sur la flore intestinale. C'est comme si vous preniez une perceuse et que vous alliez percer dans la muraille de votre microbiote, on en a parlé précédemment, et aller faire des trous qui va perméabiliser cette membrane, laisser passer des grosses molécules, des peptides comme le gluten, qui passent non phagocytés, non mis en petits bouts de sable, donc avant de passer dans le flux sanguin.
Donc ça passe dans le flux sanguin intact et ça va aller comme par hasard sur les récepteurs, parce qu'on a des récepteurs opioïdes, vous savez l'opium? Eh ben on en a naturellement dans notre cerveau et ces récepteurs opioïdes, donc le gluten va se mettre sur ces récepteurs, ce qui fait qu'on est accro. On est dépendant. Et quand vous dites, c'est souvent les hommes d'ailleurs qui ont plus de mal à changer d'alimentation, ah non, moi ma baguette et mon fromage, c'est littéralement impossible que je m'en passe. Ben, si vous êtes comme ça, ou si mesdames vous êtes comme ça, ou vous les jeunes, c'est que si vous êtes accro, c'est que vous êtes intolérant. Oui. Toi, tu vas même jusqu'à dire, si vous êtes dépressif, c'est que vous êtes intolérant. Absolument. La dépression, on le sait, à moins de prendre des médicaments qui vont vous rendre fou à terme avec une camisole chimique, eh bien, essayez le régime paléobiotique ou le régime sans gluten et sans laitage et sans sucre, parce que le sucre en fout aussi. Vous vous souvenez, ils ont fait des expériences, elles sont assez récentes, hein, sur des souris ou des rats, enfin, c'est la même colonie. Ils ont mis un shoot d'héroïne et un shoot de sucre. Eh ben, ils allaient tous sur le sucre, hein. Le shoot d'héroïne, ils en avaient rien à fiche, ils allaient sur le sucre. Le sucre rend accro. Le sucre, bon, fiche votre pancréas en l'air, vous rend insulino-résistant ou hypoglycémique et après, hop, diabète. Mais au niveau neurologique, on parle de diabète de type 3. Toutes les maladies neurologiques aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez le docteur David Perlmutter qui est un neurologue américain, mais qui a la chance d'être aussi nutritionniste. Et il a su faire le pont entre les deux. Et il a écrit un livre qui a été traduit en français, préfacé par le professeur Joyeux, qui s'appelle « Ces glucides qui menacent notre cerveau ». Et le gluten, il prend cher, mais aussi tous les sucres. Et donc, on est en train de s'apercevoir que le sucre attaque notre cerveau. Et le blé, donc, attaque notre cerveau. Mais avec tout ce que tu nous dis là, c'est les petits boulangers aussi de quartier là, qui en prennent cher. Et le pain, et parce qu'il y a quand même, il reste des bons pains aussi, pain au levain, etc. Enfin, bon, et puis, ils sont pas forcément contents, les boulangers, de faire du pain sans gluten non plus. Nous, on se met à créer notre propre pain, pour le coup. Oui. Alors, il y a un boulanger, d'ailleurs, le professeur Joyeux en parle, qui est à Cucugnan, qui est dans l'Aude, là, qui fait un pain avec des blés anciens. Je ne l'ai pas encore goûté, je vais le goûter prochainement pour voir si mon intestin est noué à travers ce pain. Je vais faire l'expérience. Mais, outre des gens, et d'ailleurs, je crois qu'il peut livrer sur la France entière. Vous tapez boulanger, Cucugnan, vous allez trouver son nom. Et son blé est un blé non hybridé. Mais ça devient compliqué de trouver des blés non hybridés. Alors, j'encourage les gens à faire leur pain à partir de farine de sarrasin. Qui ont de riz, hein. On peut mettre un peu de riz. Si on n'a pas de problème de flore intestinale, on peut mettre un peu de riz. On peut faire des mélanges de céréales sans gluten et faire le pain soi-même. Pois chiches, sarrasin, riz, un petit peu. Si on n'a pas de problème de flore intestinale, on peut bien sûr mettre des farines de pois chiches, des farines de sarrasin, de riz, de la fécule de pomme de terre, etc. Ce sera toujours mieux qu'un pain avec gluten, de toute façon, hein. Mais en mode détox, on en a parlé plus dans l'autre vidéo et là vous pouvez aller voir. Mais là, le pain paléobiotique, c'est quoi exactement? Quels sont les ingrédients? Le pain paléo, il y a des œufs. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont intolérants aux œufs. Il y a des œufs, il y a de la poudre d'amande, il y a du bicarbonate de soude, il y a dans certains un peu de farine de coco. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets du... Mettre des noix et tout ça, c'est sympa, ça. Oui, alors ça, allez-y, hein. Toutes les noix, noisettes, amandes non grillées, mais allez-y, mangez-en, on n'en a pas assez. Moi, j'ai mis des desserts au point avec ces ingrédients, avec des purées de noisettes. J'ai fait un Nutella maison, hein, dans paléobiotique, avec purée de noisettes, j'ai mis un peu de graisse de coco pour le fluidifier un peu, et un peu de xylitol, où il y a un autre sucre qui a encore un indice glycémique à 0, c'est l'érythritol, qui est très intéressant, que la médecine ayurvédique utilise d'ailleurs, et qui est une bonne compensation quand on a le bec un peu sucré et qu'on a envie de gourmandise, hein. Je sais qu'on t'a dit, on t'a déjà demandé, c'est pour ça que je l'ai trouvé d'ailleurs dans ton livre, ces espèces de... mais si on mange plus de pain, alors est-ce qu'on fait des carences? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous dire, que tu en parles dans le livre de manière plus approfondie, mais quelles sont les éventuelles carences et où est-ce qu'on peut trouver éventuellement ces autres aliments? Cette histoire de carence est très très bien orchestrée par les lobbies pour faire peur. Pour faire croire aux gens que s'ils mangent pas de blé, oh là là, ils vont avoir des carences. D'abord, en Chine, avant, est-ce qu'il y avait des carences? Ils n'ont pas de blé, hein, ils ont du riz. Primo. Secondo, donc, comme je me suis fritée avec une médecin d'Europe 1,
je ne citerai pas son nom, ça m'a encouragée à aller chercher exactement ce que contenait. J'ai pris le pain complet, comme ça on pourrait pas me dire parce que le pain blanc il y a plus rien, tata. Donc j'ai pris du pain complet au levain, comme ça on est sûr que le pain complet contient des éléments nutritifs, tata. Donc il y a des fibres, il y a du fer, il y a du magnésium, il y a du phosphore, il y a du potassium. Eh ben tous ces 5 éléments, il suffit que vous preniez un demi-avocat, que vous preniez 50 grammes d'amandes, que vous preniez un peu de quinoa, que vous preniez des fruits de mer, etc. Vous couvrez, mais tellement largement vos besoins dans tous ces nutriments que nous faire croire qu'en ne mangeant pas de blé on va être carencé, c'est juste ridicule et pathétique. Ne ménageons pas nos mots, hein. Pas avec Marie. Là, je trouve ça. Mais je suis désolée, ces médecins qui parlent de ça sont tellement ignares. Et moi, j'appelle ça des médecins perroquets. Parce qu'ils répètent ce qu'on leur dit sans avoir vérifié. Messieurs, mais vérifiez ce que vous dites. Moi, je l'ai vérifié avec ma propre glycémie et avec mes petits tableaux. Et j'ai bien tout regardé. Alors, regardez ça. Et je pense que vous ne pourrez plus dire des choses pareilles. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur ne mangeons plus de gluten avec Marion Kaplan, tous sans gluten? Voilà, mais il y a tellement de gourmandises qu'on peut faire sans gluten. Et pour les encas, parce que là, tu es en voyage à Paris, est-ce que tu t'en sors avec les petits-déj ici ou au travail? Parce que tu as toute une section au travail, en famille, en voyage, les encas, etc. et plein de recettes. Mais comment tu te débrouilles ici, toi? Alors c'est vrai que dans le train, parce que je prends souvent le train qui couvre l'heure du repas, j'ai mon petit tupperware dans lequel j'ai mis mes légumes vapeur, mon huile d'olive, un petit peu de poulet ou de poisson. Je me mange ça dans le train avec ma cuillère, c'est nickel. Et j'amène toujours de quoi faire mon petit déjeuner dans les hôtels. Donc j'ai mon petit cubi de lait de coco. Hein, cubi. Parce que sinon, j'ai des boîtes de conserve chez moi, parce qu'on ne le trouve pas comme ça. Mais les cubis, c'est plus facile en voyage. Et je mélange un fruit. Hein, donc, il y a toujours un fruit dans un hôtel. Et j'ai toujours mes poignées de noix, d'Amazonie, macadamia, etc. avec moi. Comme ça, je mélange. Et puis, j'ai ma petite linette. La linette, c'est une farine extrudée de lin sur support de sarrasin. C'est très digeste, ça ne flatule pas rien du tout. Et voilà, je peux aller n'importe où. D'ailleurs, je vais partir 15 jours en mois de janvier. Ben, je vais amener ma petite linette dans mon dans mon sac. Je pense que je trouverai des très beaux avocats là-bas et tout ça. Donc, c'est tout ce que j'amènerai parce que... Un petit mot quand même sur les noix, les noisettes, les macadamia nuts et tout ça. J'ai l'impression qu'on pourrait être aussi intolérant à ça, et quand les personnes changent d'alimentation, commencent à plus en manger ou partent vers le cru ou autre, j'ai l'impression, je le ressens plus intuitivement qu'autre chose puisque je suis pas une scientifique, mais je ressens que mon corps ne l'aime pas trop, tu vois, je le sens par rapport à la peau ou d'autres choses. Donc je me demande si là aussi, au-delà du gluten, s'il y avait pas quelque chose là. Tu as raison. Alors d'abord, il faut que ça soit non grillé, non salé, premièrement. Donc cru. Et même quand c'est cru, ne pas manger les mêmes graines tous les jours. Donc par exemple, si tu prends des noix de cajou qui sont excellentes, hein, t'en prends 1 jour sur 4. Si tu prends des noix d'Amazonie, c'est mieux d'en prendre 1 jour sur 4. Si tu prends des amandes, etc., etc. C'est mieux quand on sent qu'il y a une sensibilité. Il y a, moi, par exemple, les noix d'Amazonie, ça me pose pas de problème, mais c'est bourré de sélénium, pour ça que j'en prends. Mais c'est vrai que les noisettes, par exemple, j'en prendrai qu'1 fois par semaine. Parce que les noisettes, chez moi, donc c'est à vous d'écouter votre microbiote, d'écouter votre flore intestinale, parce que là, on est tous inégaux face à tous les aliments, et il peut y avoir des intolérances alimentaires qui sont transgénérationnelles ou qui sont dues à une problématique dans l'enfance. Ça peut se lever. Je connais JMV, c'est Jean-Marc Vergnol, je l'ai mis dans mon livre Paléobiotique, lui, qui peut lever des intolérances, parce que ces intolérances peuvent être aussi d'ordre psychologique. On peut très bien avoir mangé des noisettes alors que on était face à une brutalité ou à un conflit, et à ce moment-là, le cerveau va engrammer, la noisette, c'est pas bon pour moi. Donc ça, on fait du Sherlock Holmes, hein, pour l'alimentation, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas manger la même chose, ça c'est clair. Et c'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère, j'arrête pas de le dire, mais c'est une évidence. Hein. Et plus on a le corps qui est détoxifié, plus on va être en phase et à l'écoute de notre corps, mieux c'est. Et là, on va commencer à être un peu des petits apprentis sorciers comme toi. Voilà, plus on est sensible. Mais alors, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai été intolérante aux œufs pendant des années. Je pouvais plus en manger. C'était, j'adore les œufs. Et je peux en remanger. Presque tous les jours. Alors là, qu'est-ce que je suis contente. Donc ça veut bien dire que en faisant cette phase détox dont on avait parlé, on peut se redevenir tolérant à des aliments qu'on ne tolérait plus. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Hein.
Avec le long terme, et c'est quelque chose sur lequel on travaille. On mange consciemment après tous les jours et non pas se goinfrer émotionnellement et tout ça. Ça, c'est d'autres sujets, d'autres vidéos. Mais en tout cas, merci Marion. Écoute, le gluten, toujours aussi. On a déjà parlé, donc parce que vous savez que ça fait monter le sucre dans le sang beaucoup plus longtemps. Ça ouvre le coffre-fort à insuline et à glycotoxine qui attaque tous vos organes nobles. C'est un produit qui a tellement été hybridé que ça n'est plus un produit naturel. Ne nous habituons pas aux produits qui vont altérer notre santé à long terme. À court terme, c'est pas un problème. Mais à long terme, notre bien le plus précieux, c'est quand même notre santé, non? Hein? Clairement. Merci Marion, merci, on vous embrasse très très fort. Et si vous n'aviez pas vu la vidéo sur le paléobiotique, eh bien allez-y, Médicieux Co-Créateurs, on vous embrasse très très fort et à très vite pour de nouvelles interviews passionnantes. Gros bisous, à bientôt. Merci.